Bonjour à tous, merci de votre participation à ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous allons consacrer cette session à la mise en service dynamique donc des installations de chaleur. Et je vais essayer de m'approprier ce nouveau... Voilà. Donc, pendant le webinaire, je vais couper les micros et ensuite, je vous redonnerai la parole à la fin des présentations. Donc, je vais tout d'abord introduire le contexte et les consiste, pourquoi et le comment. Et ensuite, nous allons donner la parole à l'Inès qui nous expliquera actuellement de manière un peu plus concrète comment cette mise en service dynamique évolue et comment elle est perçue sur le terrain. Et nous aurons pour finir un retour d'expérience de Texol qui nous parlera donc de ce qu'il a constaté et des atouts et à cette procédure. Donc, tout d'abord, assez rapidement pour mettre un petit peu les choses dans le contexte. Donc, ce webinaire a lieu organisé donc, par Enerplan, syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Et donc, nous avons cette mission dans le cadre de l'animation de la depuis plus de 10 ans maintenant à cette mission d'animer la chaleur solaire collective. Et donc, par rapport à cette animation, nous avons des accords avec des partenaires régionaux, notamment, qui nous permettent également de diffuser l'information et de faire passer certains messages. Donc, ce webinaire aujourd'hui avec donc l'ARHLM PACA Corse. Ce partenariat a démarré avec l'année dernière d'abord une première journée qui avait été organisée à l'initiative de l'Adréal pour les bailleurs sociaux avec la RHLM. Et donc, suite à cette journée au cours de laquelle nous avons échangé avec les bailleurs sociaux, il a été décidé en 2020 d'organiser des webinaires afin d'approfondir les sujets et les questions qui avaient paru importantes et qui avaient été soulevées lors de cette première journée. Et donc, 3 webinaires ont été organisés. Et donc, aujourd'hui, nous sommes au 2e webinaire qui est consacré à la mise en service dynamique. Donc, la filière, grâce à Socol, a créé des outils ces 10 dernières années pour fiabiliser la filière. Donc, les outils dont donc, la mise en service dynamique, elle s'intègre dans le cadre d'une chaîne de compétences qui commence bien sûr avec la formation des acteurs. Donc là aussi, on peut retrouver sur le site toutes les informations. Et elle s'intègre également dans toute la chaîne du projet, c'est-à-dire dès l'avant-projet, avec une palette d'outils qui sont là pour aider les maîtres d'ouvrage et les professionnels à bien cadrer le projet déjà avant même qu'il ne prenne forme, avec des outils donc qui vont évidemment jusqu'à tout ce qui est financement, réglementation, qui sont disponibles sur le site. Et pour la partie conception également, tout ce qui est dimensionnement avec des logiciels et des outils qui permettent de fiabiliser également tout pendant plusieurs années. On s'est rendu compte en 2015 qu'il manquait un chaînon dans la chaîne de qualité de la filière en ce qui concernait notamment tout ce qui était le lien entre la réalisation, la réception et la mise en service. Donc, la mise en service dynamique, elle est née de cette réflexion du GT Socol, de dire on a un engagement qui va être nécessaire dès donc le départ et qui va être mis en œuvre
dès que l'installation peut être mise en service, c'est-à-dire pas forcément à la réception, puisque parfois à la réception, on n'a pas forcément les données nécessaires et le puisage nécessaire pour mettre en route l'installation. Va intervenir. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que cette mise en service dynamique? Donc, premièrement, nous allons évoquer pourquoi et dans quel cadre ça a été créé. Donc, ça a été notamment par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, des retours aussi qui nous sont venus en discutant avec des maîtres d'ouvrage et des usagers qui se plaignaient par rapport à leurs installations de chaleur solaire collective, de ne pas avoir assez de recul et de données sur leur installation, d'avoir cette impression que l'installation fonctionne, mais parfois sans savoir. Donc là, on est aussi, bien entendu, dans le champ du suivi, donc qui sera l'objet du webinaire de la semaine, enfin de la prochaine session. Mais également des problèmes de mal connaissance. Et donc, ce maillon manquant, il était visible à la fois au niveau des maîtres d'ouvrage, mais aussi des professionnels, et notamment de l'exploitant, qui également, lorsqu'il prenait en main une installation de chaleur solaire collective, souvent revenait vers nous avec des commentaires de manque de documentation et d'avoir un petit peu l'impression de rentrer dans une chaufferie, de ne pas trop savoir comment prendre en main l'installation. Donc, ceci lié évidemment également de ce fait à des erreurs potentielles dans le suivi et dans la mise en service qui pouvaient se faire trop tôt, avec des risques notamment de surchauffe. Donc, cette étape supplémentaire, elle a clairement été identifiée comme nécessaire. On avait déjà, au niveau de chaque étape, identifié également ce qui manquait dès le départ. Et donc, ces retours terrain ont donné naissance également à une procédure qui va aller jusqu'à identifier la documentation dès le départ, donc identifier la documentation qui va être remise au maître d'ouvrage et à l'exploitant à la fin de cette procédure de mise en service dynamique, et donc de s'assurer qu'on a les bons schémas, que l'installation est bien dimensionnée, que l'étude a été donc bien remise également, que la documentation, elle soit là et qu'elle soit la bonne. Également sur la réalisation, de vérifier que les erreurs relevées les plus fréquemment soient bien vérifiées pour les éviter, notamment l'étanchéité des raccords, la fixation des sondes, vraiment basiques, mais qui, par expérience, parfois manquaient de visibilité sur ces réglages. Donc l'idée, c'était également de s'assurer qu'on avait tout cadré à chaque étape, qu'au niveau de la réception, on avait également tous les documents qui étaient bien présents, rédigés, clairs et transmis. Et évidemment que le suivi était réalisé de façon correcte et que toutes les données étaient bien communiquées. Donc les objectifs de cette mise en service dynamique vont bien être de s'assurer que la production réelle est conforme au productible. Si ce n'est pas le cas et que les vérifications montrent qu'il y a un écart trop important entre le théorique et ce que l'on constate, on va devoir évidemment mettre l'installation à niveau pour qu'à la fin de cette procédure, le maître d'ouvrage récupère une installation qui fonctionne telle que ça a été prévu au départ. Donc bien entendu, c'est différent de la réception, puisque la réception, elle est statique, donc c'est quelque chose qui est plutôt juridique, et elle va vérifier que les organes sont en place, mais elle ne va pas forcément vérifier que la production et la performance de l'installation est au rendez-vous. Donc la mise en service dynamique, elle est vraiment là pour s'assurer que l'installation fonctionne telle que c'était prévu. Donc elle va intervenir, si on reprend le schéma de tout à l'heure, elle va intervenir après la réception. Donc dès qu'on a assez de puisage pour démarrer la mise en service de l'installation,
Et il peut parfois y avoir un démarrage qui soit au-delà de la garantie de parfait achèvement. Et donc, les documents juridiques qui ont été produits pour encadrer cette mise en service dynamique, ils prennent en compte cette particularité et permettent de mener un engagement des professionnels également au-delà de cette garantie de parfait achèvement. Donc, c'est une sécurité supplémentaire. On l'a appelée dynamique, cette mise en service dynamique, puisque le but, c'est de s'assurer pendant toute la durée de cette période, qui va durer environ entre 3 et 6 mois, donc que effectivement cette installation, elle fonctionne correctement, qu'on va la mettre à niveau si c'est nécessaire, et de construire un véritable carnet de bord qui va suivre cette installation dans sa vie. Donc, ça, bien entendu, ça implique une mise en place du suivi adapté dès le démarrage, que les professionnels soient engagés pendant toute cette période. L'exploitant, lui, il va être impliqué pour pouvoir prendre en main cette installation, mais il ne sera pas, évidemment, sauf si c'est par exemple l'exploitant et l'installateur aussi, hein, ce qui peut arriver, il ne sera pas impliqué pour une action autre que de prendre en main et donc de la prendre à la fin de cette mise en service dynamique, de signer des documents en confirmant que l'installation qu'il prend en main est bien conforme à ce qui était prévu au niveau notamment de la performance. Donc l'engagement, il est bien juridique. Les acteurs, au fur et à mesure de leur arrivée dans le projet, dès qu'ils sont identifiés, vont signer cette charte au fil de l'eau lorsqu'ils rejoignent le projet. Ils vont renseigner donc les pages techniques qui sont demandées dans cette mise en service dynamique. Ils vont être sollicités pour mettre à niveau l'installation si la personne dès le départ. Donc, ça consiste en quoi, cette mise en service dans le détail? Ça veut dire que le maître d'ouvrage, dès le départ, il va intégrer une clause dans ses documents de marché pour s'assurer que les acteurs qui vont répondre, par exemple, à l'appel d'offres, vont bien être conscients et vont bien s'engager à mettre en place cette procédure de mise en service dynamique lorsqu'ils seront choisis. Et donc, au fil du temps, comme je le disais, dès qu'ils sont identifiés, ils vont signer cette charte. Alors, cette charte, elle est disponible sur le site Socol en version Word, elle est librement téléchargeable, et la clause type également. Donc, on fournit tous les outils au maître d'ouvrage pour qu'il puisse prendre en main cette procédure. Évidemment, ce sont des documents Word pour qu'il puisse l'adapter à son propre cas, mais la démarche juridique, elle a été faite par Socol pour qu'il n'y ait pas de frais supplémentaires à la charge du maître d'ouvrage. Et donc, il peut télécharger cette clause type, cette charte, et acteurs dès qu'ils sont identifiés. Donc, pendant la mise en œuvre, les acteurs vont rassembler les documents et ils vont ensuite, à la livraison de l'installation, donc à la réception, démarrer la phase statique éventuellement, qui va être demandée. Et ensuite, dès que l'installation démarre, eh bien, que ce soit en même temps que la réception ou que ce soit plus tard, ils vont mettre en œuvre cette mise en service dynamique. Socol. Donc là, tout à l'heure, l'Inès et Texol vont revenir un peu plus en détail sur ces outils et sur leur évolution, donc je ne vais pas m'y attarder. Mais sachez qu'ils sont en libre accès et également, vous pouvez vous les approprier. D'ailleurs, certains maîtres d'ouvrage, certains bailleurs sociaux ont commencé à s'approprier ces documents et à même pour certains se mettre en place des outils personnalisés pour permettre donc à leurs employés de les utiliser. Donc, je résume la démarche de cette mise en service dynamique. Donc, pendant les 3 à 6 mois qui vont
donc suivre le démarrage, la mise en service de l'installation. Les acteurs sont engagés juridiquement, ils remplissent tous les documents techniques, s'assurent que l'installation fournit bien la performance qui était prévue. Si ce n'est pas le cas, ils les mettent à niveau, ils la suivent et à la fin de cette période, ils finalisent les éléments techniques et ils remettent l'installation aux exploitants et ensuite la maintenance va démarrer. Donc les avantages par rapport à cette démarche, c'est qu'on ne rajoute pas d'acteurs supplémentaires. On a travaillé de façon à ce qu'il n'y ait pas de coûts supplémentaires et on a comme objectif et comme finalité de garantir la performance durable de l'installation avec une traçabilité de ce qui a été fait et également de faciliter la vie de l'exploitant, ce qui veut dire va demander et demande de plus en plus cette mise en service dynamique. Il y a eu une première expérimentation en Auvergne-Rhône-Alpes dans laquelle elle était obligatoire. C'est aujourd'hui, en 2020, obligatoire dans certains types de schémas également pour le fonds chaleur. Et ça va permettre dans tous les cas d'avoir un paiement du solde ADEME de façon beaucoup plus facile puisque l'ADEME va remettre le solde à la fin de cette période. Voilà, donc je vous ai résumé un petit peu l'historique et la façon dont la mise en service dynamique quels outils étaient disponibles pour vous. Ces outils, vous allez les retrouver sur le site Socol, ainsi que d'autres informations, et également, si vous souhaitez, des fiches d'opérations exemplaires à consulter, ainsi que des vidéos pour pouvoir consulter d'autres exemples. Et donc, je rappelle, avant de passer la parole aux acteurs qui sont l'INES et Texol, qu'à Marseille, le 23 juin, nous tenons l'événement annuel de la chaleur solaire avec les états généraux de la chaleur solaire, avec cette année comme thématique comment décarboner et atteindre les objectifs climat grâce à la chaleur solaire. Donc, je vous donne rendez-vous le 23 juin à Marseille. Et donc, nous allons maintenant passer la parole à l'INES. Alors, je vais réactiver les micros. Théoriquement. Oui, merci Edwige. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui. Donc l'INES a travaillé donc, sur le projet de mise en service dynamique en tant que pilote. Et donc actuellement, on travaille sur une dynamique puisque la charte qui est disponible avait besoin d'un peu de simplification, un peu d'adaptation aux différents cas types. Donc il y avait besoin d'une révision. On a donc effectué un travail collectif sur ce sujet avec Nadine Berthomieux de l'ADEME, Edwige Porcher, Jean-Paul Louineau de Alliance Soleil, Guillaume Pradier de l'INES et Daniel Munier de l'adaptation du livret technique pour essayer de le rendre plus universel et qu'il puisse correspondre à différents types d'installations. Donc la charte de mise en service dynamique, on a vu tout à l'heure qu'il y a différents acteurs qui vont la signer au fur et à mesure de leur arrivée dans le projet, et la charte va rentrer en application au moment de la réception statique de l'ouvrage. À partir du moment où il y aura on aura commencé à avoir des soutirages d'eau chaude, on pourra mettre en service l'installation, lui faire la mise au point, démarrer le suivi et appliquer la mise en service dynamique sur les 3-6 mois de suivi. Une fois que
on a validé la mise en service dynamique et effectivement l'exploitation qui va démarrer. Donc au niveau de la charte, on va faire un allègement, donc il y aura environ 10 pages de moins sur la forme. Le problème de la charte actuelle, c'est aussi qu'on essaye de se baser sur des données météo réelles. Et donc ça, c'est une complication qui est assez difficile à résoudre. Donc pour simplifier la charte, on a décidé de le calcul sur les données météo moyennes qui sont présentes dans Solo 2018. Le nombre de parties prenantes a aussi été un peu réduit en proposant de supprimer les fabricants de capteurs et de régulation qui étaient inclus dans l'ancienne charte. Et ça, c'est aussi à adapter en fonction des projets. Il n'y a rien qui est fermé. De l'ancienne charte, il y avait aussi beaucoup de données relatives à la mise en service statique, donc avec beaucoup de points et une liste assez complète. Donc ça, c'est renvoyé vers le livret technique qui est optionnel à la charte. Donc ça vient aussi alléger la charte. Également au niveau de la mise au point de l'installation, il y avait beaucoup de points qui ne correspondaient pas à tous les types d'installation. Donc là, on a essayé de simplifier aussi. Donc au slide suivant, les parties prenantes. Bien sûr, il y a le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre. Désolé pour la coquille, là j'ai fait la présentation un peu rapide. L'installateur, l'exploitant et le suiveur. Et il y a certains rôles qui peuvent être en fonction des projets communs ou éventuellement aussi des acteurs qui peuvent être rajoutés. Dans tous les cas, il y a un mandataire qui doit être défini. Cette équipe et puis de remettre en fin de mise en service le rapport final de mise en service dynamique. Voilà, sur le slide suivant. Donc sur la mise au point, qui intervient en première phase dès la mise en service de l'installation, qui va permettre un réglage complet. Dans la charte, on demande de reporter à minima les informations sur le type de glycol et le point de congélation ou le pourcentage. La pression de gonflage du vase pour les systèmes pressurisés ainsi que la pression de remplissage du réseau. Les débits primaires et secondaires, le cas échéant, qui devront être aussi consignés. Les informations sur l'équilibrage quand il y a plusieurs champs de capteurs et les paramètres principaux de régulation, bien sûr, qui sont donc les delta T et puis les températures de sécurité et de consigne. Chaque projet, bien sûr, on peut aussi adapter les informations à ce niveau-là. 2018, donc les données météo, on va pouvoir choisir la station la plus proche dans une liste d'environ 400 stations qui sont disponibles sur Solo 2018. Donc là, on aura des valeurs météo trentenaires et effectivement, il peut y avoir des variations d'un mois sur l'autre. C'est pour ça qu'on a une période de plusieurs mois pour valider le fonctionnement de l'installation. Et toutes les autres caractéristiques techniques qu'on va saisir dans Solo seront conformes à le suivant, on va voir la prise en compte de la consommation de CS réelle, puisque là, Solo va nous permettre de saisir la consommation réelle de CS en fonction des différents types de schémas.
avec une possibilité d'avoir un compteur en amont ou en aval du piquage mitigeur. Ici, on aura V1 pour le volume d'eau chaude produite. Là, le suiveur peut avoir l'index l'un ou l'autre et du coup saisir la consommation réelle dans le logiciel pour avoir la production solaire ou, oui, effectivement, sur le slide suivant, la production solaire ou la production primaire. Pardon. Donc la production primaire ou la production solaire, ça permet de s'adapter à différents schémas, notamment à point intégré ou à point externe. Donc on voit sur le schéma en page suivante la production solaire, donc la production utile. Donc le compteur C1 ici qui va nous donner l'énergie et du coup avec le résultat de Solo. Souvent, le compteur d'énergie installé, il comprend aussi une mémorisation mensuelle des index, et ça permet de relever facilement l'index mensuel. En cas d'appoint externe, c'est difficile de mesurer le solaire, d'appoint intégré, pardon, c'est difficile de mesurer l'énergie utile, donc c'est préférable de mesurer sur la charge solaire. Et là, effectivement, on a vu dans le résultat de Solo qu'on pouvait aussi avoir le résultat. En comparant ça avec le compteur de consommation, on va pouvoir aussi vérifier le fonctionnement de l'installation. Donc ça, c'est la mission du suiveur en page suivante, qui va donc mensuellement transmettre à toutes les parties les informations. Donc, en ayant effectué le relevé d'index, ce calcul prenant en compte la consommation mensuelle réelle et une comparaison avec le productible pour valider ou pas le fonctionnement de l'installation et pouvoir réagir s'il faut mettre au point ou modifier certaines parties. En fin de mise en service, il remettra un rapport final qui regroupe l'ensemble de ces données. Donc sur le slide suivant, on voit la validation de la mise en service dynamique qui va intervenir de manière certaine si on a atteint 70% du productible théorique sur 6 mois consécutifs. Donc cette mise en service, elle va déclencher un procès verbal signé par toutes les parties et la remise du rapport final au maître d'ouvrage, ce rapport final qui comprendra toutes les pièces DOE, DUIO, DUEM, etc., ainsi que la note de calcul, le rapport du suiveur. On insiste là sur la nécessité de remettre des documents de qualité pour que n'importe quel exploitant qui reprend l'installation derrière puisse exploiter et s'assurer que l'install a toujours des bonnes performances. Ça facilite aussi le démarrage du suivi sur un plus long terme qui va permettre au maître d'ouvrage de bien piloter son installation et de savoir qu'il fait des économies grâce au solaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc nous allons donner la parole à Texol et ensuite donc au concours d'expérience Daniel Munier et puis ensuite nous prendrons les questions. Je vois qu'il y en a déjà une. Oui, très bien. Bonjour. Bonjour à tous.
J'espère que le son n'est pas trop mauvais parce que je suis en extérieur, mais je pense que j'ai essayé de faire la liaison la meilleure possible. Je vais essayer un petit peu de m'isoler parce que je suis effectivement en plein transit. Mais voilà, je voulais vraiment être présent. Donc, je remercie tout le monde pour cette petite opportunité. Et donc, moi, je voulais être vraiment très, très concret. Alors, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Texol, Bureau d'études spécialisées solaires. Et en fait, on nous a demandé de parler mise en service dynamique. Et là, c'est du très, très concret. En fait, on a en ce moment une mise en service dynamique qui est en train de s'achever, qui se fait, vous voyez, directement, exemple, la résidence des Platanes à Chambéry, avec un maître d'ouvrage, un bailleur social, comme je pense beaucoup d'entre vous, et avec vraiment quelque chose qui est pas mal l'avenir dans le solaire thermique pour une partie des activités, c'est de la réhabilitation. Alors ici, c'est parce que c'était une vieille installation, vous allez voir, mais ça peut être aussi tout à fait applicable dans un cas d'une installation qui a des soucis, pour lequel même actuellement l'ADEME met en place un dispositif d'audit réhabilitation qui peut être soutenu. Alors ici, on avait des travaux généraux vis-à-vis d'une toiture, donc immeuble d'habitation, on va voir, le maître d'ouvrage en fait est un connaisseur, on va dire, qui a déjà de l'exploitation d'installations solaires de manière assez courante. Et donc pour lui, c'est très important en fait ce détail. Il y avait vraiment l'importance de la qualité des prestataires. Dans lequel il y a déjà eu une installation, dans lequel des choses ont marché, d'autres choses ont moins bien marché. Donc il faut vraiment être capable, et c'est tout l'intérêt aussi de toute cette procédure de mise en service dynamique, à travers des prestataires de qualité, de bien trier qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, pour être au plus juste sur les travaux amenés et sur les résultats qu'on doit accomplir. Donc, vous voyez là sur cette diapo qu'on est sur une résidence assez importante, avec 108 logements au total, et donc ce couplage à la fois rénovation toiture et rénovation installation. Donc peut-être Edwige, tu peux passer à la suivante. Diapo suivante. Ancienne, datée de 1996. Les spécialistes du solaire reconnaîtront des capteurs d'une entreprise qui n'existe plus maintenant, mais qui a fait les beaux jours de la région, et avec une installation qui, depuis quelques années, au bout de 20 ans de bons et loyaux services, connaissait des problèmes de fuite, vous le voyez ici, et donc la nécessité de profiter de la rénovation de la toiture pour également prendre en charge en fait une nouvelle installation solaire. Et vous verrez que dans la diapo suivante, on a également retravaillé un petit peu la partie hydraulique du système pour l'actualiser et la rendre un petit peu plus performante par rapport à des questions de sécurité et de bon fonctionnement. Donc là, voilà. Alors, le schéma solaire originel, donc de l'installation qui a existé pendant 20 ans, c'était un système en eau sanitaire, c'est-à-dire qu'en fait, les ballons solaires étaient directement irrigués par de l'eau sanitaire avec des grandes longueurs de canalisation jusqu'à des sous-stations qui, en fait, avaient le dispositif d'appoint et de génération de la quantité d'eau sanitaire nécessaire. Place un dispositif qui, de manière générale, n'est pas systématique, mais ici, il avait tout son sens, c'était de basculer sur, alors tu peux avancer à la prochaine diapo, c'était de passer en eau technique. Donc avec des échangeurs instantanés, la capacité quand même, la maîtrise technique de la part de la conception d'assurer quand même la transmission des calories quand elles sont produites par rapport aux besoins. Ça aussi, c'est un point qui est très important. Ça peut être un petit peu un défaut de ce genre de système qui, par nature, est plus sécurisé puisqu'en fait, on n'a plus de stockage en sanitaire côté solaire. Mais par contre, avec toujours ce point faible qui est la capacité de bien transmettre l'énergie entre eau technique et besoins sanitaires. Voilà, donc en fait, des travaux un petit peu, malgré tout, spécifiques, avec le besoin d'un très bon chaînage entre le sachant et l'exécutant. Là, vous voyez en fait sur cette diapo,
Si on regarde, on a commencé les travaux avec un DCE en mai 2019. Et là, j'ai mis un détail qui peut peut-être servir quand même d'indicateur dans la mise en service dynamique. C'est qu'en fait, au tout début, notre DCE, il fait 48 pages. Ce n'est que le DCE travaux solaires. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment une volonté d'être très, très précis sur les détails techniques à mettre en œuvre. C'est un petit peu le socle de ce type de réalisation. Ensuite, on a un appel d'offres. Et c'est là que justement, vous retrouvez l'entreprise qui a réalisé les travaux, qui s'appelle EDMI, qui est une entreprise locale, qui, et c'est très important, est Calisol Collectif. Donc, ça veut dire qu'elle a vraiment les compétences reconnues spécialisées solaire thermique. Et c'est là que ça rejoint un petit peu le point de vigilance que j'ai donné au début, où dans la sélection de l'entreprise, le prix était bien sûr un point important, mais la capacité de réaliser les travaux l'était tout autant. Et avec du coup un calendrier de travaux, voilà, entre mi-2019 et début 2020, avec une petite mise à jour où vous avez vu des vraies dates de mise en service et des OPR qui ont été réalisées dans la foulée. Voilà, donc si maintenant on regarde vraiment spécifiquement les travaux, vous voyez ici, donc c'est de l'intégration, la pose sur toiture avec des petits détails techniques nécessaires et une reprise technique de la partie hydraulique pour justement, avec changement de pompe, mise en eau technique finalement du circuit hydraulique. Mais l'avantage, c'est qu'on n'avait pas à retravailler vraiment l'espace technique d'intégration du système. Voilà, donc là, un point aussi qui est important, c'est que, en fait, je le dis un petit peu à la fin, mais les en service dynamique, que ce soit notre bureau d'études ou l'installateur, finalement, ça n'a été qu'une formalisation officielle d'un travail qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'en fait, la régularité dans les réunions de chantier, le processus de réception en deux phases avec une réception statique puis dynamique qu'a expliqué Edwige en tout début, c'est vraiment quelque chose qui se faisait avant mais qui n'était pas forcément catalogué et bien expliqué. Et on le trouve ici avec finalement dans la réception statique, une chose qui devait être faite avant, toujours, c'était la vérification de la conformité des différents composants. Ça se fait très vite parce que si vous avez une régularité dans le suivi de chantier qui permet au fur et à mesure de la pose de la vérification, en fait, à la fin, c'est vraiment une formalité. Là où c'est un petit peu plus sensible, et c'est aussi des choses qu'on faisait avant, mais là, ça les a un petit peu mieux fait comprendre, on va dire, de leur utilité au maître d'ouvrage, c'est sur la partie dynamique. Et là, vous voyez la diapo suivante, c'est typiquement la capacité de faire des relevés adaptables, adaptées, évolutives, parce que autant d'installations, autant de mises en service dynamique différentes. Donc, c'est d'abord de pouvoir être capable de vérifier les températures, de vérifier des régimes de fonctionnement. Donc ça peut se faire localement ou à distance. Ça dépend des moyens techniques. Là, vous avez un détail tout bête. Chambéry, entre le 1er janvier et le 1er mars, on a compté un nombre limité de journées permettant vraiment de faire des vrais essais. Donc, c'est aussi cette capacité d'adapter vraiment avec les moyens disponibles, solaires entre autres, la possibilité de vérifier les pincements, les températures et finalement le bon échange, puisqu'en fait, une installation solaire est une série d'échangeurs. Voilà, donc ça qu'a fait EDMI avec, au final, voilà, le bilan de mise en service dynamique. Alors, en conclusion, vous voyez que c'est, et vous l'avez peut-être aussi vu à travers les présentations précédentes, c'est un process qui paraît un peu lourd au premier abord, mais qui est une méthode qui permet vraiment de baliser les étapes et de préparer la suite, qui est le suivi. Et en fait, quand on fait appel à des acteurs vraiment sachants et qui, en fait, sont capables de bien maîtriser ces différentes étapes, ça se fait assez naturellement. Mais si c'est vraiment subi par les acteurs, je suis assez parce que, et ça je vais peut-être un petit peu
je vais pas lever des questions, mais à ce que cette méthode soit pas suivie à 100%, à la lettre ou à la virgule près. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un discernement sur est-ce que je dois absolument remplir toutes les cases, est-ce que c'est absolument nécessaire, ou est-ce que certaines, je vais perdre beaucoup de temps et ça ne va pas m'apporter une vérification significative. Voilà. Alors, ensuite, les nombreuses opportunités de réhabilitation solaire, je l'ai souligné tout à l'heure. Et puis, pour les projets neufs, il n'y a pas de raison. Ça peut être aussi un bon chemin voilà, qui permet d'affiner un petit peu ce qui se fait d'habitude. Voilà. Donc, capitaliser sur les REX, les retours d'expérience, ça aussi, ça rejoint ce que je viens de dire à l'instant. C'est voilà. Donc, je pense que j'ai un peu fait le tour. Ce fut bref, mais j'ai un petit peu de dispo s'il y a des questions. Voilà, je ne sais pas comment évolue le webinaire parce que. Oui. Alors, il y a eu une première question par chat qui demandait au niveau des pénalités. Donc, c'est comme je l'ai dit en début de session, cette charte, elle a vraiment une valeur juridique. Et oui, il y a des pénalités qui sont envisagées si vraiment les choses tournent mal, entre guillemets. Bon, ce qui est théoriquement au cas où un acteur ne fasse pas son travail, c'est prévu par la charte, il a une responsabilité financière. Oui, et en fait, c'est vraiment l'héritage positif qu'on a connu des garanties de résultats solaires que certains d'entre vous ont même utilisé peut-être dans le passé ou connaissent. L'idée, c'est en fait, de responsabiliser les acteurs. C'est de la responsabilisation. C'est-à-dire que on n'attend pas qu'il y ait un contentieux pour que devant un tribunal ou autre chose, en fait, on nomme qui est, parce qu'en général, souvent, c'est très dilué, c'est assez injuste. Là, c'est en amont. Un comportement que le suivi révèle, c'est que dans la période probatoire, dans les premiers mois, en fait, avant que tout le monde tourne les talons, on a la capacité de demander à un installateur ou à le concepteur. Et nous, ça nous est arrivé plusieurs fois, on n'a aucun problème là-dessus, de pouvoir corriger avant qu'il y ait des conséquences. Et vous savez tous que le solaire thermique, en fait, si vous prenez les problèmes au début, en fait, c'est beaucoup moins, on va dire, coûteux qu'une installation qui a caramélisé, qui a vraiment été abîmée, qui a fui. C'est vraiment, après, ça peut coûter. Dynamique, est-ce le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre? En fait, Daniel, c'est là que vous voyez toute le message que j'ai voulu porter, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que ça dépend beaucoup du leadership, même j'ai envie de dire de la personnalité. Soit le maître d'ouvrage est vraiment une forte entité qui a déjà un gros parc et qui lui-même veut vraiment faire cette animation. Donc là, formation et des décisions. Ou ce qui est souvent un petit peu plus le cas, c'est que le maître d'ouvrage a 1000 autres trucs à faire. Donc, je pense notamment au côté bailleurs sociaux. Voilà, le solaire est vraiment qu'une petite partie de tout votre panel de responsabilités. Et à ce moment-là, très souvent, c'est le bureau d'études qui joue ce rôle parce que c'est lui qui a conçu, en toute logique. Et donc, il a été le chef d'orchestre dans la première partie. Donc, dans la partie vérification, il est quand même bien placé pour tenir ce rôle. Oui, et puis comme le disait tout à l'heure Pierre Girard de l'INES, il y a un mandataire de toute façon qui est choisi par les différents professionnels au moment où on signe la charte, on choisit un mandataire. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et je rajouterais, il y a le mandataire et il y a aussi vraiment la personne sur place, qui est vraiment ce qui est opérationnel. Et donc, encore une fois, voilà, dans un projet, il faut absolument qu'il y ait une bonne coordination et que les choses soient vraiment faites et vues en amont, en fait. C'est ça le secret de la réussite.
Et une autre question, pourquoi nous instaurer le versement du fonds chaleur sur les résultats de la bonne production après la GPA? Alors ça, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimée. C'est pas forcément après la GPA. Non, moi je peux même apporter des infos là-dessus. C'est que tout simplement, chat échaudé craint l'eau froide. Enfin voilà, tout se résume là. C'est que l'ADEME a tellement eu de problèmes par rapport à ces versements d'installations qui ne produisaient pas ce qu'elles devaient, qu'en fait il y a un conditionnement sur présentation d'une année de mesure. Donc en fait effectivement ça colle en général avec plus ou moins des délais de GPA. Mais en fait pour rassurer tout le monde, si au bout d'un an vous présentez le pourcentage restant, peu importe qui est, voilà, c'est pour eux, c'est vraiment, il faut montrer patte blanche sur un productible minimum demandé. Et donc, autre question, et si le système ne peut fonctionner à cause d'une mauvaise conception du bureau d'études? Ah ben... Eh ben, c'est pour sa pomme. Et en fait, j'ose le dire, heureusement assez rarement, parce que ce serait problématique pour nos finances. Mais effectivement, quand il y a un problème de conception, et c'est là où tout l'enjeu, c'est de se le prendre au plus tôt possible. Parce qu'en fait, justement, s'il y a problème de conception, on peut le voir assez vite. Et on peut, s'il n'y a pas de grosses boulettes, on peut faire des modifications sans gros frais. Parce qu'on a l'entreprise qui est pas loin, parce des entreprises qui sont pas très éloignées, même si il y aura une partie des frais qui seront à la charge du maître d'œuvre. Ça nous est arrivé de payer un échangeur parce que voilà, celui qu'on avait prévu était mal adapté, mais déjà, voilà, faut que ce soit le moins courant possible, mais clairement, ça peut être le bureau d'études qui est et c'est très important parce que il faut qu'il ait une vraie responsabilité. Petite correction de la part de Cédric Garnier. Donc, effectivement, Ouais. le versement, il existe depuis le début du fonds chaleur. C'est pas uniquement réservé aux solaires thermiques, ça concerne toutes les ENR. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsqu'on met en place la mise en service dynamique, la nouveauté, c'est que l'ADEME, donc le fait d'avoir mis en place cette procédure et de résultats. Au contraire, ça va faciliter le paiement du solde. Oui. Ben on balise voilà. en fait. On balise la réalisation de ce bilan à un an et donc l'envoi à l'ADEME de cette fameuse quittance qui finalement fait Voilà. une page mais qui est extrêmement importante. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions pour l'Inès aussi, peut-être, pour l'intervention de l'Inès? Ouais, parce que moi, je vais devoir vous laisser. J'ai un train à prendre. Donc, voilà. J'espère que j'ai été le plus précis possible. N'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées, je pense, indirectement ou directement. Oui, Côté après, Texol, Daniel Munier. Voilà, à la fin. Voilà. Je dois malheureusement vous laisser. Merci beaucoup, Daniel. Mais allez, bien sûr, de rien. Pas de souci. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir. Par le chat ou bien en prenant la parole. Alors, vous aurez de toute façon la possibilité, si vous avez des questions qui vous viennent dans un deuxième temps, n'hésitez pas à revenir vers moi et également, nous vous ferons passer les supports de présentation de ce webinaire. Voilà, donc j'espère que vous avez pu approfondir un petit peu cette connaissance de la mise en service dynamique, que ça vous a été utile, que ça vous donnera envie peut-être d'aller sur le site Sokol aussi pour aller voir les outils, également peut-être les autres informations en ligne sur le site. Et puis voilà, encore une fois, je vous invite à nous contacter ou à voir sur notre site si vous souhaitez assister aux états généraux de la chaleur solaire. Donc
le 23 juin. Voilà, écoutez, merci à tous pour votre participation, merci pour votre intérêt dans cette information, et puis j'espère vous retrouver pour le prochain webinaire. Oui. Oui, excuse-moi, c'est Cédric Garnier. Oui. Juste avant de clore, j'avais une petite question-remarque. On a parlé de la période de 3 à 6 depuis longtemps et d'expérience, et l'exemple de Daniel l'a bien montré. Lorsque le chantier, enfin lorsque la conception et la réalisation ont bien été suivies déjà sur la réception statique, on lève déjà beaucoup d'incertitudes par rapport au schéma hydraulique, au branchement, au compteur, etc. Je dirais qu'on balaye déjà 90% des causes possibles de dysfonctionnement. Et lorsqu'il y a une mise en service dynamique qui est faite au moins déjà sur une journée avec de l'ensoleillement, avec un bon suivi, garantie entre guillemets que tout va bien se passer. Et si le puisage, comme tu le disais, est de toute façon dans des conditions normales, la période de 6 mois peut faire peur. Pour moi, déjà, si on a levé ça et si on le fait correctement, après, c'est un suivi sur quelques semaines qui permet vraiment de se prémunir. Donc, j'ai juste peur que ces 6 mois, ça fasse un peu peur. Ça fasse un. Ouais, en fait, on a mis 3 à 6 mois, nous, parce que, voilà, de toute façon, c'est indicatif. Comme je l'ai dit, ces supports, ils sont faits pour être universels. Après, ils peuvent être adaptés avec l'accord de tous les acteurs en fonction des conditions spécifiques, au cas spécifique du projet. Mais c'est vrai que c'est une moyenne qu'on a donnée pour donner un guide, en fait, voilà, de réflexion, en fonction de la période, en fonction du type d'application, en fonction des objectifs du site, faire que voilà, ça pourrait être adapté. Nous, on a donné une espèce de cadre, en fait, et ensuite, comme je le disais, il y a déjà des bailleurs sociaux qui commencent à s'approprier les outils, et donc après, c'est à chacun de l'adapter en fonction de son expérience et de son cas personnel. Mais c'est vrai que oui, on a déjà, en mettant en place cette procédure et en faisant les premières vérifications, on a déjà une très très bonne idée de ce qui va se passer. Avoir des conditions de besoin, donc de puisage standard, parce que des fois des travaux sont par phase ou on est en période de creuse ou bref, plutôt que d'attendre 6 mois pour vérifier la performance de l'installation solaire en elle-même. Ouais. Oui. Après, voilà, ça va dépendre. Mais merci de cette précision. Et c'est vrai qu'en Pays de la Loire, il y avait déjà une procédure un petit peu similaire, en tout cas dans le même esprit, qui avait été mise en place et qui a fait d'ailleurs que il y avait beaucoup au niveau de la fiabilisation, c'était une des régions dans lesquelles il y avait vraiment très très peu de problèmes, quoi. Hein. Et donc c'est vrai qu'on a aussi tenu compte de ce retour d'expérience lorsqu'on a travaillé sur la mise en service dynamique, et c'est pour ça également que, comme l'a mentionné Pierre Gérard, à l'origine aux manettes avec l'ADEME de Pays de la Loire pour cette procédure. Donc c'est vrai que voilà, pour faire boucler la boucle. Bon. Oui, et moi je peux ajouter pour répondre que on est basé sur des données météo moyennes, donc il peut y avoir quand même une variabilité assez forte. Et on est aussi dans une phase où la consommation n'est pas en régime établi, d'où la nécessité d'allonger un peu la période pour être sûr qu'on produit ce qui est attendu dans les conditions réelles, quoi. Tout à fait. C'est pour ça qu'on est prudent et qu'on met ce cadre. Et effectivement, si on a une mise en service en hiver, une mise en service en été, ça peut avoir un impact sur les résultats. Donc en fonction des projets, un délai plus court si on est sûr qu'on maîtrise bien son équipe, mais un délai plus long si on est un peu plus dans l'incertitude. Voilà, c'est pour ça que 3 à 6 mois, ça paraît être un bon compromis. Oui, ça va dépendre aussi
de l'équipe qui est autour. Est-ce qu'il y a eu déjà une expérience au niveau du solaire ou pas? Enfin, c'est pour ça, voilà, ça va vraiment s'adapter aussi au projet de l'équipe de professionnels avec laquelle ils travaillent, quoi. Très bien. Bon, eh ben, en tout cas, merci à tous. Merci aussi donc à Pierre Gérard de l'INES pour son intervention. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, un bon week-end, malgré le climat un peu stressant, environnant. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire Socol sur le suivi. Merci beaucoup.